Face à Éric Ciotti, Valérie Pécresse reçoit des soutiens de poids pour ce deuxième tour du congrès LR, destiné à désigner le candidat de la droite à la présidentielle française. À son tour, le Portugal veut faire la lumière sur les abus sexuels contre les enfants dans l'Église catholique. Une commission indépendante appelle les victimes à sortir du silence. Le nord-ouest de la Syrie est grandement impacté par la chute de la livre turque utilisée dans la région et qui a perdu 45% de sa valeur en 1 an et demi. Arctic LNG2, l'usine de gaz en construction en Russie, obtient près de 10 milliards d'euros de financement, mais pas de la France. Valérie Pécresse engrange les soutiens au lendemain du premier tour du Congrès des Républicains destiné à désigner le candidat de droite à la présidentielle française. Les 3 prétendants éliminés dès le premier tour, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, ont apporté leur soutien à la candidate, ce qui théoriquement, en cas de report des voix, pourrait lui apporter près de 75% au deuxième tour. Autre soutien de poids, celui de Gérard Larcher, président du Sénat, mais également de Damien Abad, patron des députés de droite. Une démarche peu appréciée par Éric Ciotti, l'autre finaliste de cette primaire. Merci au président Christian Jacob et au président Bruno Retailleau d'avoir respecté la neutralité de nos instances, ce qui n'est pas le cas du président du groupe à l'Assemblée nationale, Damien Abad. Une attitude contraire à l'esprit de notre groupe et de notre famille politique. Le député des Alpes-Maritimes, plutôt isolé malgré son bon score au premier tour, défend une ligne musclée sur la sécurité et l'immigration, propre à ramener vers les Républicains des électeurs tentés par l'extrême droite. Pour sa part, la présidente de l'Île-de-France joue la carte de la compétence et de l'ordre pour rassembler sa famille politique. Les résultats de ce deuxième tour seront connus samedi après-midi. Au Portugal, l'Église catholique se penche elle aussi sur les crimes sexuels commis en son sein contre les mineurs. Les évêques du pays ont annoncé mi-novembre la création d'une commission nationale indépendante sur le sujet. Le chef de cette commission est psychiatre. Cette semaine, il a précisé que le but n'était pas d'ouvrir des enquêtes devant la justice, mais de faire la lumière sur les faits. Il a surtout lancé un appel pour encourager les victimes à témoigner. Inciter les victimes à se manifester nécessite une période d'attente naturellement longue, dit-il, principalement pour leur permettre de gagner en confiance afin qu'elles puissent sentir que leur parole est importante pour pouvoir raconter l'expérience traumatisante de leur vie passée. Le chef de la conférence des évêques portugais a dit souhaiter que la commission travaille sans préjugés ni dissimulation. Ce qui m'effraie, c'est de ne pas connaître toute la réalité et j'espère que l'on sera aussi proche que possible de cette réalité. C'est notre intérêt. À partir de janvier prochain, la Commission va coordonner une vingtaine de groupes de travail au niveau local. Les conclusions sont attendues pour la fin 2022. L'initiative est semblable à celle menée en France et qui a révélé l'ampleur des abus sexuels commis par des religieux contre les enfants. Port du masque obligatoire dans les transports et les magasins, instauration du télétravail et jauge pour les événements privés. Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur à Oslo et sa région en Norvège après l'apparition d'un foyer présumé du variant Omicron. Un cas a été détecté parmi une cinquantaine de personnes toutes positives au Covid-19. Vaccinées, elles avaient participé à un repas de Noël. Les autorités redoutent un cluster majeur. Omicron présente encore plus de variations que Delta. Donc nous devons surveiller de près s'il provoque des maladies plus graves ou des maladies moins graves. Nous ne le savons pas encore. Et aussi si les vaccins sont efficaces sur ce variant. Pour alerter la population sur la situation très compliquée dans les établissements de santé et inciter à la vaccination, cet hôpital de Rosenheim en Bavière a décidé d'allumer certaines chambres en rouge. Et pour freiner cette 5e vague, la chancelière allemande Angela Merkel et son successeur Olaf Scholz ont décidé jeudi d'interdire l'accès aux magasins non essentiels, restaurants et certains loisirs aux non-vaccinés. L'obligation vaccinale pourrait entrer en vigueur dès février. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a voulu donner l'exemple en recevant sa dose de rappel. Pour lui, toutefois, il n'est pas nécessaire de prendre davantage de mesures avant Noël. Le plus important, c'est que les gens suivent les conseils que nous avons donnés et qu'ils n'annulent pas les choses qu'ils ont prévues. Ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas ce que nous préconisons. Ce que nous faisons, c'est essayer de répondre de manière équilibrée et proportionnée à l'arrivée du variant Omicron. En France, enfin, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la tenue lundi d'un nouveau conseil de défense sanitaire pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires face à la 5e vague.
Des interrogations partagées par de nombreux pays européens à l'approche des fêtes de fin d'année. En France, Didier Raoult sanctionné par un blâme par l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. 2 plaintes avaient été déposées fin 2020 par ses pairs qui l'accusent d'entorse au code de déontologie médicale, autrement dit de charlatanisme. En cause principalement sa promotion de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19, malgré l'absence d'effets prouvés aujourd'hui encore. Cette décision est plus qu'un simple avertissement, mais moins qu'une radiation pour l'ancien directeur de l'IHU de Marseille. Âgé de 69 ans, l'infectiologue marseillais est aujourd'hui acculé de toutes parts et lâché notamment par les politiques qui le soutenaient au début de l'épidémie. À la retraite depuis fin août de son poste de professeur d'université et praticien hospitalier. Avant même cette annonce, il s'était déclaré pas concerné par d'éventuelles sanctions. On peut penser que c'est raisonnable. Voilà. Le récent effondrement de la monnaie turque a des conséquences au-delà de ses frontières. Le nord-ouest de la Syrie, contrôlé par les rebelles, a adopté la livre turque en juin 2020, alors que sa propre monnaie poursuivait sa chute inexorable après une décennie de conflit. Les habitants espéraient alors que cette décision stabiliserait l'économie ravagée de la région. Mais depuis, la livre turque a perdu 45% de sa valeur, dont plus de 20% au cours du seul mois dernier. On était optimiste quand la livre turque était plus forte et plus stable que la monnaie syrienne qui connaissait beaucoup de fluctuations. Mais depuis le jour où la monnaie turque a été adoptée jusqu'à aujourd'hui, elle a été beaucoup dévaluée et nous n'en profitons pas du tout. La monnaie turque n'est pas stable en ce moment. Cela affecte négativement les moyens de subsistance et le commerce. Désormais, il y a une grande stagnation dans la région. Selon les Nations Unies, plus de 97% de la population de la région d'Idlib vit sous le seuil de pauvreté, ce qui rend la flambée des prix encore plus problématique pour les acheteurs et les vendeurs. On est désemparés, on ne sait pas comment vendre nos produits. Nous devons faire venir quelqu'un spécialement pour fixer les prix de la marchandise, les ajuster, les remplacer. Le client pense que nous profitons de l'inflation. Il ne se dit pas que c'est la différence de change et l'échange du dollar contre la livre turque qui en est la cause. Même si les marchés syriens proposent des produits turcs, le dollar est la monnaie d'importation. Il pourrait être une solution temporaire face à la forte inflation, selon ce professeur d'économie. Nous pourrions fixer nos salaires actuels en dollars, par exemple, en fonction des données existantes. Nous prouvons la valeur du salaire en dollars et payons l'équivalent en livres turques pour les transactions simples sur les marchés. Une mesure qui paraît toutefois difficile à mettre en place. En attendant, les habitants de la région espèrent un peu de stabilité pour pouvoir se procurer au moins les produits de première nécessité. Beaucoup sont contraints de s'endetter pour pouvoir survivre. Lors de la COP26, Paris s'était engagé à ne plus financer les projets d'énergie fossile à l'étranger. Arctic LNG 2, cette gigantesque usine de gaz naturel liquéfié en construction dans l'Arctique russe, n'aura donc pas le soutien financier de la France, malgré la présence du français Total Energy, l'un des partenaires privilégiés du projet, aux côtés du producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié russe Novatek. Mais même sans la France, Arctic LNG 2 vient d'obtenir près de 10 milliards d'euros de financement de banques russes et internationales pour produire du gaz naturel dans la péninsule de Guidane. Le schéma de commercialisation et d'expédition du projet Arctic LNG 2 a été approuvé par les actionnaires. 80% de la production sera expédiée vers les marchés asiatiques. Dans le même temps, grâce à la grande flotte de tankers pour transporter le gaz, le projet aura la flexibilité d'expédier vers les marchés asiatiques plus que 80% en fonction des conditions de glace, ainsi que vers l'Europe si nécessaire. La Russie a profité du blocage du canal de Suez en mars dernier et de la fonte des glaces, conséquence du réchauffement climatique, pour promouvoir sa route maritime dans l'Arctique. Elle permet aux navires de réduire de 15 jours le trajet vers les ports asiatiques par rapport au canal de Suez.